Oui. Après le désastre nucléaire de Fukushima qui change un peu la façon dont les gens perçoivent leur corps. Par exemple, le lait maternel d'une femme ne va plus servir à nourrir son nourrisson, mais il va devenir un poison un peu qui va lui faire peur. En quoi est-ce que vous pensez qu'une théorie anthropologique du corps peut nous aider à analyser les problèmes de la contamination nucléaire, puisque le corps organique, mais aussi le corps scientifique, ne peut pas rationaliser les risques de la radioactivité sans prothèse technologique? C'est difficile évidemment de vous répondre. Je crois que l'une des tendances de nos sociétés au regard du corps est cette quête de pureté, de biologie, ce qu'on appelle le phénomène bio en France ou ailleurs, une volonté écologique en quelque sorte de vivre son corps, de vivre son rapport au monde. Le sociologue peut simplement observer les représentations, donc procéder par des entretiens, des enquêtes, etc. et puis repérer les représentations qui sont à l'œuvre. Voilà. L'une des représentations, là, c'est celle de la pureté, évidemment. C'est écarter la souillure du corps. On rejoindra d'ailleurs Mary Douglas, entre parenthèses. Le sale, c'est ce qui n'est pas à sa place. Et la radioactivité n'a pas sa place dans le corps humain. Donc comment faire en sorte, les technologies peuvent... mais là, c'est pas le sociologue qui travaille, c'est plutôt l'ingénieur. Les technologies peuvent nous aider à purifier, entre guillemets, le corps. はい。今日身体ですが、お二人の先生にお伺いしたいのが、最近の子どもたちの遊び、体を考えたときに遊びっていうのがすごく重要なキーワードになってくると思うんですが、世界中見渡してみると結構いわゆる iPhone とか、ゲーム、オンラインゲームといいましょうか、そういったものに転化していて、今フランスでも、ヨーロッパでも、それから、アジア、インド、日本も特にですね、外で遊ぶ子どもたちはあまり見なくなってきたんですね。公園に行って、それぞれゲームを持ってきて、公園の中でゲームをしているとか、電車の中みんな忙しそうにしてるんですけど、実はゲームをしているとかで、これは実はフランスからの観光客の方も同じですというのを言われたことがあって、やはり体を考えた時にさっきリズムっていうお話があったと思うんですけども、夢中になって遊ぶ、子供が夢中になって遊ぶ、だんだん危険な遊びもリズムが良くなってくるとうまくできるようになる、塀を登る、ボールを渡すとか、鬼ごっこをしてとか、そういった中で体の中に入ってくるような気がするんですね、自然に。ですけど今世界を考えてみると、ここの部分が非常に欠落しているように思うんですけれども、先生方の研究の中でそういったところとつながるところあったらぜひお聞かせをいただきたいんですが。Alors, le risque de répondre à votre question, c'est de faire des jugements de valeur, évidemment, et de penser que le monde était mieux autrefois parce que c'était un monde davantage incarné, etc. C'est sans doute, je pense, personnellement. Mais le sociologue, évidemment, doit plutôt prendre du recul et essayer d'analyser les choses. Mais vous avez raison, sur l'amputation sensorielle, par exemple, il est clair que nous passons de jeux d'enfants qui sont immergés dans le monde, dans la nature aussi, donc qui sont visuels, qui sont auditifs, qui sont tactiles, qui sont sensitifs, enfin qu'on sent par l'odeur, etc., qu'on touche, à un monde obsédé par le regard. C'est cette extraordinaire excroissance du regard, excroissance de la vue, un monde qui devient strictement visuel et qui aseptise d'ailleurs l'ensemble des autres sens. Alors on peut se demander si ça ne modifie pas en profondeur le rapport au monde des enfants, le rapport au savoir également, le rapport aux connaissances. Et puis il est clair que ça crée une fracture considérable entre les toutes jeunes générations et les générations plus anciennes, qui étaient davantage accoutumées à cette sensorialité du monde, alors que là on passe à un univers incroyablement rétréci. Mais par contre, évidemment, il ne faut pas analyser ça en termes de jugement de valeur. Il faut pointer des régimes sensoriels différents, des rapports au monde différents, une sociabilité
totalement différentes, où l'autre devient secondaire, en effet, on est de moins en moins avec les autres, on est de plus en plus à côté des autres, voire en rivalité avec les autres. C'est difficile de vous répondre autrement. Merci. Monsieur Nomura. 私、大阪でその子供たちをね、遊びのグループの手伝いしてるんですやってるんだけど、その中でね、5、6歳ぐらいの子供たち中心なんですけど、その地域の人たちで集まっていろいろ遊びやってもらうんだけど、その時にらめっことかね肩叩きとかいうのやって、それやってにらめっこで勝ったらご褒美っていうかね、肩叩きしたらご褒美とか。野村先生すいません、にらめっこというゲームがフランス人に説明してください。だからさっき、今ブルトンさんが視線というのことをおっしゃったけど、いや視線がなくなってるんですよ、視線すら日本で子供たちが。だから要するに笑ったらダメ負けなんですけど、 C'est un peu comme le jeu en français, je te tiens, tu me tiens par la barbichette peut-être. フランスでもあるんじゃないんですか、2人でこう睨んでねやるんですけど、それって今の子供は知らないのがいるし、それからそれ苦手なんですよ。人の顔は見ないってことになってるから、日本人の子供も。だからそういう遊びをやってもらってたら、これ何のためにやってるのかっていうのをちょっと説明しかけたら、お母さんたちがそれ言って、それは分かりますよとか言ってね、子供たちにらめっことなんかも知りませんからねとか言って、人の顔を見ないんですよとかって言うわけですよ。それから肩叩きで、人の体に触れるっていうことがね、すっごく今日本人子供に限らず若い人たちがすっごい嫌がるんですよ、ちょっとでも人の体に触ると。だから知らない人の肩を叩いてあげたら、ご褒美あげるっていうようなことにしたら、ちょっとこの真似事ぐらいするんですよ。それだけでもね、子供たち、今の日本の子供たちにとってはすごい大変なことみたいなんですよね、人の体に触るってことが。だから実際、東京は特別でしょうから、その視線ということになると、東京では人の顔を見ちゃいけないってことになってるらしいですね。だから電車の中でも確かにみんな知らない顔して天井の方とか上の方をじーっと見てますねそれをキョロキョロ見てるのは私ぐらいでね、みんなあれやってるんですよ。見ないことになってるらしいって。本当ですかそれはどうもそういうようなこと。だから視線も、それから触るっていうことですね。フランス語でトゥシェですか、そういうのはもう全くないんです。で子供の時からない。それ私韓国の人で大阪でダンスを日本の子供たちに教えてる人から聞きましたけれども、ダンスする前にね、みんな集まったら隣の人と抱き合ってくださいとか言ってね、とりあえずって言ったらね、みんな体グワグワになってね体が動かないとにかくちょっと抱き合ってて、それってのは別に何か意味があるわけじゃないんだけどっていうのは、人の体には触れないっていう、そういうことになってるんですよ。これリ人症っていう言葉がありますけど、精神医学でね、デパーソナリゼーションっていうんですか、何か現実が自分が自分のものでないっていうか、そういうような症状の一つなのかなと思ってね。世界も自分のことと現実が自分のこととしてちゃんと受け止められないっていうようなことと関係あるんじゃないかなと思って、私それはガングロなんかの時流行ってた、今もやってる人多いですが、リストカットなんていうのですね、あれも一種の理人症みたいなものでこうやって、であれ吸うんですよね血を。それで落ち着くっていうか、やっぱり自分の体なんだなって、生きてるんだなっていう実感が得られるんだというのをやってる人から聞きましたけれども、そうでもしないとこの身体性っていうのが
人間の身体性、自分自身の身体性っていうのが理解できなくなっているというような状況じゃないかなと思う。それぐらい日本の今の社会の脱身体性っていうの、それこそトランスヒューマニズムですかの進みようっていうのは相当深刻なものがあると思うんですよね、日本の。はい。Sur les scarifications, puisqu'elles relèvent des conduites à risque de nos jeunes, mais ce sont d'abord des manières de se faire mal pour avoir moins mal. C'est-à-dire que ce sont des manières d'affronter une souffrance qui est dans la vie, affronter une souffrance qui est dans la vie, amortir ou désamorcer même une souffrance qui est dans la vie par le recours au corps, par le recours à une douleur, mais une douleur qui est décidée par l'adolescent ou l'adolescente ou l'adolescent. On pourrait dire que c'est une manière de jouer la douleur, physique entre guillemets, contre la souffrance qui est dans la vie et sur laquelle nous n'avons aucune autre prise. C'est-à-dire je peux m'entailler quand je veux, à la profondeur que je veux. Par contre, je ne peux rien faire contre le fait que mes parents, par exemple, ne m'aiment pas, ou que j'ai été victime d'inceste, ou que ma vie m'échappe complètement. Donc, le paradoxe des scarifications, c'est qu'elles sont des techniques de survie, des manières pour nos jeunes de ne pas mourir, de continuer à vivre, mais de continuer à vivre à travers une grande figure anthropologique d'une certaine manière, qui est celle du sacrifice, c'est-à-dire accepter de perdre une part de soi pour se sauver. C'est-à-dire se faire mal, comme je vous disais tout à l'heure, pour avoir moins mal, faire couler le sang pour pouvoir continuer à vivre. Et avec cet effet paradoxal, en effet, du soulagement, de l'apaisement. Ça permet, la blessure délibérée permet à l'adolescente ou à l'adolescent de mettre à distance l'écrasement de la souffrance. C'est une manière de revenir à soi aussi d'ailleurs, parce que quand le jeune est dans une crise qui va l'amener à se scarifier, le monde lui échappe complètement. Il est dans un tourbillon intérieur de souffrance, et le fait de s'entailler, c'est un rappel. Le jeune se sent à nouveau vivant et à nouveau réel et à nouveau présent. Et c'est une manière de couper, d'arrêter la déperdition, la disparition de soi dans la souffrance. Donc c'est extrêmement efficace au plan anthropologique, on pourrait dire. 新会で認知症の患者さんも不登校の患者さんも大勢見ています。それでいろいろ反論したいところもあるんだけれど、それは今の場合には生産的ではないので、感想も交えて素敵だなと思ったのは脳が萎縮するというか堕落する前にその前に人生が堕落するっていうかそこで思ったんですが、実は認知症になるのにもいろんなタイプがあるんですけど、かなり多くの場合認知症になる前に老人性のうつになっている人が多いんですね。老人性のうつになるときにあるのは人生に対する喪失感がとても前面に出てきて、それ以前の若い人あるいは中年のうつとは違う、そういった喪失感がまず出てくる。でその後に 4,5 年経つと認知症に徐々に移っていくっていうふうになる人が多いんですね。でその時にあまりその老人性のうつになるというのが気づかれないまま、年を取ればみんなそんなもんだろうっていうふうに思われていて、その前段階のところで、治療にいらっしゃると抗うつ剤を出すと一時期元気になったりするんですね。それを思い出して喪失感、それからあとは引きこもりの人の場合には人生に対する挫折感から外に出られなくなる、そういった喪失感と挫折感あるのかなというふうに聞いてて思ったんですね。それからあとは野村先生のところで聞いていて面白かったのは、
動作を、忘れないということで、料理もこう続けられるって言うんですけど、これはいくつかの例を見ると、実は料理とかをしていて認知症が始まったのかなって、気がつく場合には味付けが味覚が変わるっていうようなことがあるんですね。なのでその動作とある種その感覚の問題、その辺も認知症に向かっていく場合にはあるのかなと思うんです。なので脳という脳細胞から感覚の問題、それからもう片方では喪失感、それがこう入り混じる格好なのかなと思います。それから不登校について登校刺激はしなくなったというんですが、実は最近一人の不登校もいないという町を発見したんですね。でこれは今これからちょっと調査をしてみようというふうに思ってるんですが、すでに100人以上の不登校の子どものうち3割近くは私学校に戻してます。学校に戻すのはそれは一つ使命だというふうに思ってもういるんですけれど、でその不登校の多くの子どもは残念ながら虐待と貧困、子どもの貧困が今だいぶ下がれてますけど、それが背景にあるのかなというふうに感想を交えてお話ししました。特に質問はありませんけれど、もし私が今言ったことについて何かコメントいただければありがたいですけれど。Merci de vos commentaires. Je me sens dans un accord profond avec vous. Vous voyez, dans les deux cas de la maladie de Alzheimer ou des jeunes hikikomori ou en échec scolaire, c'est bien la question du sens qui est soulevée, la question des significations et de la valeur. Donc, c'est-à-dire finalement la question du goût de vivre. Quand on a perdu le goût de vivre, alors effectivement vous avez raison de rappeler que très souvent la maladie de Alzheimer est précédée par la dépression. Mais la dépression, c'est justement le sentiment de son inutilité, le sentiment d'avoir fait son temps, le sentiment que la vie finalement ne vaut plus la peine. Et pour le tout jeune à l'école qui ne réussit pas, c'est le sentiment qu'il est nul, qu'il est insignifiant, il va être la honte de ses parents, etc. Ou alors c'est le harcèlement, ou alors c'est la pauvreté, le sentiment qu'il y a quelque chose d'irrémédiable dans sa situation. Donc, dans tous ces cas-là, c'est vraiment... Pardon. Dans tous ces cas-là, c'est vraiment la question de la signification et de la valeur de l'existence qui est posée. Voilà, on ne peut vivre qu'en étant porté par l'évidence de sa présence au monde. Quand on a perdu cette évidence, on ne cesse de se cogner contre un monde qui nous échappe complètement. Et on n'a plus envie d'y être. 長くなりますのでその件についてはちょっとやめておきますが、引きこもりっていうことをね、あれはそれ外へ出ないっていうことになるわけですが、基本的にですよ、実際は近くには出てる人はいっぱいいるわけですが、そうじゃなくて、そのディスパリションといって消滅、消えるということの話をルブルトンさんされましたけど、それちょうどビュテルさんがちょっと紹介されたように、日本ではねその消えちゃうっていうのは非常に歴史があるんですよ、日本人の中では。古い中世だったらトンゼというやつですね、あるいは出家ですよ。そういう人たちはものすごいたくさんの数の人が日本中いたんですよ。であちこち歩き回ってたんです。歌人とか、文学なんかやる人なんてみんなそうでしょ。歌人とか、俳人とかですね。だから古くは西行のような人ですね。なんか勝手に出家したと言ってるけど、形だけはこうほったいていってお坊さんのような形をするんだけど、実際やってる生活は全然それまでと変わらないで自由にこう回ってる。しかも日本西行伝説があるように日本中、西行が行って歌を歌ったことになってるんですよね。だから松尾芭蕉だってそうですよ。ずっと回ってたのは、それは日本各地にですね、俳句のパトロンがいたんですよ。俳句を愛するそのお金がある人たち、そういうところをこう回っていたわけですよね。それぐらいたくさんのその他いろんな芸の能なんかもそうです。能も本当に
旅工業してたわけですから、そういう芸能は非常に盛んなんで、そういう人たちほとんど言ってみればトンゼ的な生活をしていたっていうことですね。ただ今の蒸発とちょっと違うっていうのは、そういう人たちはみんなそれぞれ生き方を持っていたわけで、それでまたそれを支援する人たちがいたっていうことですよね。ただ今の行方不明になった人も全然誰も支援しないかって、そんなことはないですよ。それは2年も3年もね行方不明になってて、それでようやく帰ってきたっていうような人のなんかの話がいろいろ伝わってますけれども、ちゃんとそういう人をねその辺で言ってみればホームレスですけど、その辺歩いてる、それを止めてやってる人がいるんですよ、日本にも。で、一方ですぐ変なのがそこへ寝てるというんで通報する人がいるんです。大体公務員宿舎っていうのをね、公務員の建物なんかの前でね寝るとねすぐ通報されるんですよ警察に。ところが今晩どうするんだって言って、泊まっていきなさいとか言って風呂なんかに入れるような人も同じ日本人でいるんですね。でそういう人たちが必ずしもじゃあ不幸なのかっていうかどうかは分からないですね。家に帰ろうでお金をね、電話も何も家にかけてないんだけど、保護された時見たらちゃんと500円ぐらいの金が持ってるんですよ。もらったのか拾ったのか。だから電話しようと思ったらかけられるんですけどしてないんですよね。だから、そういう一つの生き方としての蒸発じゃないけど失踪っていうのが全てそうじゃないと僕は思いますね。で今認知症の人の徘徊っていうのが問題になってて、ものすごい数の人が行方不明だっていうけど、そのうちのかなりの部分は認知症でも何でもなくて、自分の都合で、あるいは家の中で気に入らないことがあるから家の中で喧嘩するよりもう出て行った方がいいっていうんで出て行っている人もかなりたくさんいるんじゃないかと私は思うんですよ。だからそういうのって日本のなんか結構長い中世からの日本人の暮らし方の一つのスタイルとしてあるんじゃないかなと思ってます。Donc il y a toutes sortes de raisons qui font que quelqu'un est répertorié comme sénile ou devant être à l'hôpital, et que les raisons peuvent être aussi bien personnelles que familiales, et qu'on a encore beaucoup de choses à éclaircir sur ce point. J'ai vu qu'il y avait encore une dernière question, et puis ensuite on sera obligé de clore la discussion. Merci. Une question très courte. Comme vous avez évoqué le mot sacrifice, je me demandais s'il y avait une relation entre les jeunes kamikazes qui ont frappé votre pays avec le vouloir d'être disparu. Oui, les djihadistes, oui. Oui, pour moi, la notion de sacrifice est au cœur des conduites à risque. Bon, le temps me manque pour développer une analyse, mais les conduites à risque de nos jeunes, pour moi, sont traversées par trois grandes figures anthropologiques. L'ordalie, le jeu avec la mort, la notion de sacrifice que j'ai évoquée tout à l'heure à travers les scarifications, et puis cette volonté de disparaître de soi, d'une manière ou d'une autre. Alors la logique du sacrifice, on la rencontre donc dans toutes les conduites à risque. Les troubles alimentaires, les différentes formes de toxicomanie, l'alcoolisation, etc. Toutes les conduites à risque relèvent du sacrifice. Dans le cas du djihadisme, on a affaire à une forme de disparition de soi, une forme absolument radicale. Il s'agit de se défaire de son identité pour se mettre sous l'égide de Dieu. Finalement, être la conviction que quand on égorge un enfant, on a la main de Dieu qui vous guide. Voilà, c'est ça le djihadisme, et c'est une manière donc de se dissoudre complètement en Dieu. Mais de la même façon que dans les sectes, on se dissout complètement dans la figure du gourou. C'est-à-dire, il y a une continuité entre les sectes et le djihadisme. Mais la grande puissance du djihadisme, c'est que c'est Dieu.
C'est plus un gourou, c'est carrément Dieu qui vous... Et puis donc on se sacrifie pour un islam imaginaire, évidemment, un islam qui a été complètement instrumentalisé, détourné de la lettre. Voilà, donc effectivement, il y a l'idée d'un sacrifice pour le futur califat qui régnera sur une partie du monde, mais qui veut aussi, convaincre la planète entière. C'est une guerre contre le monde entier que livrent les djihadistes. Ils veulent convaincre la terre entière qu'il n'y a pas d'autre loi que les leurs. Non pas celle du Dieu de l'islam, mais celle du Dieu qui est évoqué par les personnes et qui autoproclament le fait qu'elles sont censées répéter le discours de Dieu. Voilà. Donc on est dans une logique de sacrifice, de disparition de soi. Et vous voyez, le djihadisme recoupe les 3 grandes données anthropologiques des conduites à risque parce qu'il y a la mort. Lors d'Ali. Merci pour cette question qui nous a refait penser que finalement le corps est vraiment à l'interface de toutes les grandes problématiques contemporaines, évidemment. Merci donc à nos 2 conférenciers d'avoir tenu ces 2 heures. Merci à vous d'avoir été présents.